Bonjour et bienvenue à Warrior Talk. Aujourd'hui avec G-Dub. Laissez-moi vous donner un intro approprié. Dans le fond, on parle du Drummondvillois, le plus populaire du Québec jusqu'en Afrique, a.k.a. le moine, le transmetteur d'énergie, et de là vient le E. Je vous parle de Monkey. Gratitude, merci Maji. Yes. Big up, shout out, shout out. aussi. C'est fresh, bro. On est là parce que on est des warriors. On est à des notre guerriers. manière, sur nos journeys à nous respectifs. On a réussi à manifester des idées parfois unorthodoxes, je crois. C'est pour ça que je suis là. Et donc, merci de reconnaître ce warrior en moi qui m'a permis d'atteindre et d'accomplir les choses que je suis en train de manifester en ce moment. Moi, je pense que on ne choisit pas la guerre. La guerre était là quand on est né, quand on était... C'est multigénérationnel, ce combat-là, qui a lieu à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et donc, de pouvoir se comprendre dans tout ça, nous aide à jouer notre rôle aussi sur le champ de bataille. Moi, j'ai jamais coward devant ce conflit-là moral et mental dans lequel je suis né et qui s'accentue dans le changement des lifestyles que l'on vit dans les dernières générations. Mais moi, je suis un warrior. Je le sais que je suis un warrior. J'ai pas choisi d'être warrior, mais j'ai choisi de ne pas amputer le warrior en moi et de vivre ma vie pleinement en sachant que je suis en guerre, qu'on a été mis en guerre depuis le début. Malheureusement, nous sommes victimes de cette guerre psychologique, cette guerre spirituelle. Mais ça, on va approfondir ça dans d'autres segments. Là. Je sais que vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'en vient. Alors cette maintenant, guerre économique, cette guerre politique. Il y a plusieurs layers pour de vrai, mais je pense que si on commence toujours from the core, les gens vont commencer à comprendre dans quoi ils sont vraiment sans le vouloir. On est né dedans. Génétiquement même, il y a des choses qui se sont transmises. Ça, c'est d'autres sujets. Alors, c'est sûr que là, on t'a invité. La raison pour laquelle on t'a choisi, la première raison, c'est parce qu'on peut dire que tu es un respectueux membre du hip-hop. Parce qu'il y en a qui font juste l'utiliser. Oh, ça, c'est un bel adjectif. God bless les perdus, les retrouvent et les têtus qui auraient dû étudier les brûlés, les brigands, les putes et les putes et les futes et les rusés, abusés, fait abuser la muse et le muse et la meute et les milliers, les piliers hérédits, les gens déprimés, les frisés, les brisés, opprimés, les visés, acteurs télévisés, enlevés, c'est vérité, déguisés, t'es grisés, les grisons, le gris est une prison, méprisons le méprisant, le médisant, détruisant le tout-puissant, disons. Un beau compliment respectueux. Oui, parce que la 100%. culture hip-hop black, elle est née d'une manière, mais elle est multiculturelle quand elle se transmet de génération en génération à travers des bonnes fréquences. Il y en a qui ne savent pas la transmettre, il y en a qui ne savent pas la recevoir, ne savent pas quoi faire avec. C'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il y a des phonies, il y a des fakes. Ouais. On va les nettoyer. Comme disait Baxter Dexter, on nettoie ça. Mais moi, je pense que même ce nettoyage-là a lieu sans notre impact. Nous, si on demeure authentique et on demeure vrai, la vérité vit à long terme. Tandis que ce qui est fake et ce qui est faux, soit survit le reality check pour redevenir vrai, ou soit meurt en n'acceptant pas d'avoir son reality check, de réaliser à travers la glace que tu es dans le mensonge, que tu es programmé, que tu es dans la prétention, que tu es dans l'arrogance et ainsi de suite. Mais I guess qu'on grandit étape par étape et je pense notre capacité de prendre les reality checks de notre miseducation, tu sais, je pense que Lauryn Hill elle a mis un point très important sur ça. On est, notre naissance, nous naissons méséduqués. Nos parents qui gardent certaines idées fausses, la société, les jours fériés, le calendrier grégorien, on a déjà une forme de programmation qui a lieu avant même que nous, on naisse sur Terre. Et donc, c'est notre travail à nous de réapprendre, de désapprendre les mensonges de notre imaginaire et de réapprendre et de recréer la réalité de nos réalités aussi. Est-ce que ce n'est pas la définition dans ces mots de ce que c'est decolonize? Oui, je le crois, 100%. Ben oui. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a invité ce personnage, cet homme, et bien sûr cette fréquence qui vibre dans nos oreilles, dans notre mind et même dans notre spiritualité?
C'est deep, mais c'est real. C'est Ça, real, c'est une c'est chose qui est 100% sûre et real. certaine. C'est du real. Le monde spirituel, même quand tu n'es pas spirituel, va toujours avoir autorité sur le monde physique. C'est pour ça qu'un artiste recherche l'inspiration. Spiration, spirit, c'est l'esprit. Donc, être inspiré, c'est être dans l'esprit, être traversé, avoir le Holy Ghost assis sur nous. You know what I mean? So, Yep. je pense que l'artiste peut avoir une relation plus claire et plus directe avec Dieu parce que lui-même a entrepris le processus créatif et on est co-créateur de nos réalités. Donc, pas besoin d'être un artiste dans les médiums des beaux-arts, mais sa vie doit être une œuvre d'art que l'on crée. On sculpte nous-mêmes notre réalité. On doit faire des choix de vie qui sont propices à l'établissement de qui l'on est. Et notre branding en tant qu'artiste naîtra de qui l'on est réellement, de nos vraies expériences de vie, nos vrais apprentissages, notre vraie croissance personnelle et spirituelle qui a lieu de manière authentique dans ma documentation créative de mes albums, mes vidéos et mes peintures. Oh oui, et même dans les pochettes d'albums, on peut le voir aussi, C'est tous vrai. ces messages qui essaient d'être transmis. Il fait un agencement entre le message, l'art, la culture et les fréquences. Ces vibrations peuvent être aussi colorées. C'est pas obligé d'être sonore. Regardez les amis, Et ça, c'est ça va cool. brasser Il aujourd'hui. y avait plein de codes là-dedans. Ah, hein. il y a Plein de du choses que code les gens par-dessus peuvent code. retourner, fouiller, Ben, plein de c'est quotes ça. dans comment tu Je fais des dois transitions. les amener Incroyable. à aller regarder plus loin Très que fresh. juste « Oh, j'ai aimé le beat ». Non, très, très Non, fresh, non, bro. non, il y a eu de l'effort là-dessus. Je te vois. On va représenter cet effort-là. Je te vois, Il Magic. a parlé d'esprits qui sont sur nous. Quand vous regardez le logo de Glorious Warriors, là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'esprit qui est avec vous. En arrière, tu as les ancêtres africains, pour notre part à nous, mais on a toutes les nations qui sont autour. Ça, là, ce qu'on appelle, là, ce qu'il vient de dire là, c'était comme un genre de description de ce que c'est un humain qui est accompli, parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul. Il a parlé du Holy Spirit. Chaque personne a leur définition de ce que c'est un esprit saint autour d'eux. Lui, voici sa définition. Maintenant, est-ce que cet esprit a toujours été avec toi ou t'as appris à savoir qu'elle existait à travers le parcours que tu as eu? C'est les deux. Je crois que cet esprit-là est intemporel et omniprésent et existe au-delà du temps. Moi, je suis né et on a la capacité de surfer ces fréquences-là de par la propreté de nos modes de vie, nos modes de pensée. On va se rapprocher d'une fréquence du paradis sur Terre ou de la croissance. Donc, je crois que c'est moi qui dois m'adapter et qui dois me décoloniser pour réentendre l'appel divin, pour revibrer à ma fréquence la plus pure, tu vois. Mais quand tu avais eu justement, quand tu as compris tout ça, il faut comprendre aussi que quand tu étais plus jeune puis que tu es arrivé dans le monde du hip-hop, tu étais quand même minoritaire en quelque part. Aussi. OK? Fait que quand tu es rentré dedans, est-ce que tu avais déjà cet esprit ouvert de toutes ces fréquences puis toute cette discussion spirituelle ou c'est parce que tu as passé à travers ça, tu as été contacté ou connecté avec ces genres de... Je pense que le temps nous permet de l'intellectualiser, mais le spirit, l'intuition, elle était là à tout moment de mon parcours, là. Dès que je suis né, je savais ce que mon cœur me disait de faire, puis je savais ce que la société me disait de faire. Puis en tant qu'être humain, on doit toujours faire des choix, et le plus que je pouvais, j'allais en contre-culture, en contre-mouvement, j'étais pas appelé par la manière commerciale, eurocentrique, de mon entourage, de mon environnement, de mon éducation. Moi, c'est pas ça qui me plaisait. Et c'est même la raison pourquoi j'ai refusé d'aller à l'école en arts visuels. Parce que dès que j'étais jeune, j'avais un talent évident dans les arts visuels. Partout où j'allais, je gagnais des compétitions, je faisais tourner les têtes dans mes dessins, dans mes trucs comme ça. C'était inné. Et rapidement, on me demandait où est-ce que j'ai appris. Et donc, je le savais dès très jeune que les gens avaient besoin d'associer mon don divin à une réalité humaine compréhensible. Donc, de dire, OK, depuis qu'il est jeune, il apprend la peinture. Mais moi, je voulais donc refuser d'avoir quelconque repère pour qu'il puisse empêcher Dieu de recevoir son crédit. Moi, je voulais que Dieu recevoir le crédit complet de mon talent artistique. Et donc, je refuse d'aller à l'UQAM ou à Concordia parce que sinon, ils vont dire, OK, t'es allé à Concordia. Concordia a du crédit
pour ton don divin, tu vois. Et donc, moi, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai lâché l'école. Je dis pas que c'est une chose que les gens doivent faire, mais moi, ce qui m'appelait dans l'unicité de mon parcours, c'était d'aller apprendre de la vie, de faire le voyage plutôt que l'école sédentaire. Et dès que j'ai eu 19 ans, je me suis mis à voyager à travers le monde. Et je dirais que cette intuition-là qui m'appelait vers le monde, je l'ai compris de plus en plus après chaque voyage, après chaque rencontre. Mais que dès le début, j'avais une attirance naturelle pour l'autre, une curiosité de comprendre le monde et ses multiples réalités. Je pense que ça, c'est un atout, être curieux. Mais être curieux, c'est pas juste être curieux des potins, Didi, si, ça, Trump, OK. Est-ce qu'on peut parler de la curiosité de qui on est vraiment? 100%. Qu'est-ce qu'on représente dans l'univers? C'est quoi notre mission sur la planète? Il faut être curieux de qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente, c'est quoi l'énergie qui dégage. 100%. L'autre chose que je voudrais amener, c'est plus par rapport au fait que tu parlais de quand tu étais au secondaire, tu as arrêté à certains niveaux parce que tu voulais vraiment t'épanouir, découvrir, puis pas être endoctriné en quelque part. C'est vrai, associé, exactement ça, c'est vrai. Je voulais pas être encore plus colonisé. Exactement. Mais moi, je veux savoir, quand tu es arrivé dans le hip-hop, est-ce que tu as vécu de la discrimination parce que tu étais quand même quelqu'un qui était, comme j'ai dit tout à l'heure, minoritaire, puis tu étais quand même nouveau dans la game? So, je veux me dire comme... Est-ce que tu as vécu la discrimination tout court? Puis si oui, une anecdote. Je dirais que j'ai senti... Je pense que tu le sens quand tu deviens la minorité visible. C'est important de sentir qu'il y a un inside joke que tu comprends peut-être pas. Il y a un truc que tu comprends pas. Que tu es en minorité visiblement, mais tu es aussi en minorité dans la culture générale partagée par ces gens-là aussi. Je pense que l'humilité d'accepter, tu sais, je parlais de reality check tout à l'heure, ça, c'est des reality check. Ouais. Quand tu réalises que partout, tu es sur un piédestal, puis qu'à certains endroits, tu n'es pas sur un piédestal, je pense que c'est un comportement nécessaire. C'est une manière de se décoloniser aussi, parce que on se fait coloniser à se faire dire qu'on est des merdes puis qu'on est des sous-humains, mais on se fait coloniser à se faire dire aussi qu'on est des surhumains puis qu'on est meilleurs que les autres aussi. Totalement ça, c'est aussi la réalité de certaines classes sociales, de certaines... L'eurocentrisme, tu sais, je pense qu'on peut le voir beaucoup chez les pays centres de les colonisations. Si tu vas en Espagne, si tu vas en France, si tu vas en Angleterre, tu vas voir cette réalité-là de sentir que tu es le centre du monde. Et donc, il y a certains programmes à l'international qui te font croire que tu vaux plus que les autres. Et ça aussi, ça doit être décolonisé. Ça aussi, ça doit être désappris. Moi, c'est une des plus belles choses que j'ai dû faire en Afrique. Et ça a été la continuité du travail que le hip-hop avait sculpté envers moi. Mais c'était une humilité, une capacité d'écoute. Le hip-hop m'avait appris de payer mes douces. Donc ça veut dire se taire, comprendre, avant de trop parler, essayer de voir comment les choses marchent, essayer de reproduire tes grands frères et tes gens fiables, essayer d'avoir un comportement similaire. Ça, c'est beaucoup des valeurs africaines, tribales, de reconnaître la chronologie des choses et tout ça. Et donc, moi, quand je suis arrivé en Afrique, j'avais déjà assez décolonisé qui j'étais pour être accueilli comme un frère là où je suis allé. Fait qu'ils ont pu ressentir vraiment que tu avais ce côté-là dans toi. Bro, j'ai été initié dans différents tribus, dans différents moments, dans différents cercles et démographies. J'ai été reçu comme un frère et j'ai été initié depuis des années dans ce rôle de grand frère et de petit frère-là à travers le monde. Et c'est grâce à cette même curiosité-là qui était là au début, qui m'a fait apprendre à travers le hip-hop aussi, qui m'a fait me permettre de voir à travers l'expérience, l'empathie envers tous mes frères, de toutes les couleurs, de toutes mes sœurs, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Maintenant, je pouvais comprendre un peu plus la douleur humaine généralisée qui était peut-être pas partagée dans les communautés caucasiennes aussi. Mais là, moi, la question par rapport à ça, c'est vraiment une question que sûrement d'autres personnes se posent là. Pourquoi toujours en Afrique? Pourquoi pas toujours, je sais pas moi, en Océanie ou bien en Amérique latine? Pourquoi l'Afrique? T'es si loin de ça en quelque part, mais quand tu parles, t'as l'air si proche en même temps. Non, mais c'est ça, c'est que je suis pas si loin que ça. Dans les apparences, parce que je suis blanc et j'ai les yeux bleus, peut-être que je peux paraître loin, mais la manière que je m'habille, la manière que j'ai l'air, même la barbe et les cheveux, c'est le rite Nazareth, c'est Jésus de Nazareth, le Nazarene Rite, c'est de garder les cheveux longs et la barbe, qui est aussi pratiqué dans différentes religions judaïques, différentes idéologies. Les Rastas aussi, différentes migrations hébraïques, pratiques encore. Et donc ça, c'est un truc que moi, je considère africain. D'une manière, je considère qui, en Afrique, est déjà partagé et compris
et qui n'a pas été tué dans le génocide intellectuel de la modernité que nous, on a ici. Et donc, moi, de m'attacher à des grandes idées universelles, je vois ces idées universelles-là avoir été initiées ou vivre encore fortement en Afrique, dans les différentes communautés. Donc, quand je vais en Afrique, pour moi, c'est quand je vais à l'université. Tous mes hivers, je retourne en Afrique 6 mois, 4 mois, et je vais apprendre, je vais vivre avec mon empathie. Je vis des choses qu'il y a peu de gens qui ont accès. Je suis un Jedi à ma propre manière. Je vis l'impossible et l'impensable de voir un petit Drummondvillois aux yeux bleus dans le fin fond du ghetto en train de peindre l'emblème pour l'équipe de soccer du ghetto qui ont 12 ans. Du même petit gars de l'équipe de 12 ans qui était vendeur de bananes dans mon vidéoclip d'avant parce qu'il était réellement vendeur de bananes là où je vivais et je finançais lui et ses 2 de ses amis leur école et leurs vêtements à travers l'année. Et donc, il y a comme un processus d'évolution à travers 10 ans où tu crées des vraies relations, tu vois les gens qui deviennent ta famille, leur douleur devient ta douleur, leur célébration devient ta célébration, par empathie, par connexion spirituelle. Et donc, ça te garde, tu me garderais n'importe qui est humain et empathique et connecté et motivé à changer les choses et célébratif aussi, parce qu'à travers toute cette douleur-là, il y a un truc qui est constant, c'est qu'on aime, on vit, on fait des enfants, on danse, on fait de l'art, on s'habille bien. Voilà. Même dans le pire ghetto du monde, les gens vont célébrer leur vie. Puis ça, c'est la preuve que tout le mal du monde et toutes les adversités ne pourront jamais rendre un cœur gris et que le cœur gris parfois devient gris par le manque de relation à l'autre et non par le manque de richesse. Et ça, c'est la pauvreté nord-américaine que l'on vit. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Tu dis pauvreté, juste faire un survol par rapport à ça. La pauvreté nord-américaine, pourtant, ces gens-là pensent qu'ils sont riches. Oui, bien sûr. Ils sont vides de l'intérieur. Leur coffre-fort intérieur est complètement vide. Et pourtant, leur coffre matériel déborde. Pendant ce temps-là, t'en as d'autres. Comme on sait, souvent, ils vont dire, en Afrique, ils n'ont rien puis ils sont toujours souriants. Donc, ils sont riches à l'intérieur. Ça aussi, là, on s'en vient sur vous avec un segment là-dessus. Mais tout à l'heure, tu as parlé un peu des cheveux longs par rapport à Jésus de Nazareth et tout, que ça a toujours été comme ça. Tu as parlé du Saint-Esprit. Donc, on voit que tu as un petit côté spirituel qui est quand même assez connecté. Mais l'affaire, c'est que vu que tu as souvent été en Afrique, tu sais que là-bas, il y a la spiritualité africaine aussi. So là, j'aimerais savoir, maintenant que tu sais que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de falsifications, il y a beaucoup de modifications, puis il y a eu beaucoup de propagande historique. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont, comment je pourrais dire, nées plus en Afrique dans l'histoire. Bien sûr. Comment tu fais pour, quand tu arrives là-bas, pour dealer avec le fait qu'eux, ils ont leur réalité spirituelle, puis toi, tu as la tienne? Comment tu jongles dans ces deux-là? Parce que c'est quand même relié, mais en quelque part, quand tu connais la vérité, t'as comme un genre de reality check dans ton cerveau, là. Ben oui, mais les reality checks font partie de la spiritualité. Je pense que mes références bibliques ne font pas de moi quelqu'un de spirituel. La spiritualité a des fruits différents aussi, puis ils sont aussi simples que la bienveillance et la virtuosité dans ton entourage, là. Ta capacité d'être patient, humble, généreux, courageux et ainsi de suite. Les bonnes valeurs. Donc, ma capacité d'utiliser les livres saints et l'histoire pour expliquer les choses, c'est un truc qui est plus intellectuel que spirituel, je crois, tu vois. Mais ça peut bien démontrer ma spiritualité. Donc, je veux pas te knock, toi, ce que tu dis, mais je veux que l'auditeur puisse bien comprendre que c'est pas les grands mots qui font de moi quelqu'un d'intelligent ou de spirituel, mais c'est vraiment mes actions au jour le jour et que j'essaie de trouver les mots exacts pour partager cette conscience-là et cette expérience de vie. Mais... je me rappelle plus ce qu'on disait. On parlait de ma réalité avec la différence. Avec la spiritualité africaine. Moi, je crois qu'il n'y a pas de différence, en fait. 5 plus 5, ça fait 10. Ouais. 40 divisé par 4. 10. 100 divisé par 10. Mais c'est sûr. Mais là, l'affaire que tu dois voir, c'est toi par rapport à ça, il y a comme un genre de clash. Mais ça, c'est si t'es quelqu'un qui était fermé puis qui commence à s'ouvrir. Mais si toi, t'as dit que t'étais déjà ouvert d'esprit, t'avais déjà une connexion avec ton épanouissement personnel, spirituel, c'est sûr que ça a été fluide. Mais l'affaire, c'est que t'as été quand même endoctriné par rapport à l'histoire biblique. Ben oui, t'arrives bien l'autre sûr. bord, puis ils disent d'autres choses, puis plus que tu vis, plus tu te rends compte que finalement, ça a été emprunté.
Fait que c'est sûr qu'il y a eu un process dans ta tête. Comme moi, je l'ai eu, ce process-là. Je voulais savoir, toi, tu l'as-tu eu aussi? Ben, bien évidemment. Tu sais, je pense que il y a tellement une couche de mensonges sur nos réalités qu'il est important de le vivre étape par étape pour pas tomber non plus. On a vu des amis sur le dernier track que j'ai avec Connaisseur, il dit, pour certains, le weed et le knowledge étaient trop loud, sont devenus schizophrènes. Donc, je pense que c'est important aussi d'être patient avec soi-même, de se pardonner, d'avoir un rythme. Tu sais, comme si on était dans le fond de l'océan, il faut pas tout remonter à la surface trop rapidement. La pression peut nous faire exploser. True. Donc, je pense qu'on a des couches d'orange, des couches d'oignon qu'on réapprend, qu'on décolonise, qu'on réapprend. Puis c'est ça qui te fait de toi un warrior, c'est que le combat, il est pas fini. J'ai un bars qui dit c'est l'humiliation qui apporte l'humilité. L'humiliation vient de reconnaître que tu as fait une erreur. La honte de dire « Oh shit, j'ai pas été à la hauteur ». Il y a comme une humiliation. Mais ça te ramène à l'humilité. T'es pas invincible. Sûr. Et donc, je prends mes petites claques. Je prends mes moments d'humilité. Je prends les moments où, actually, bro, je suis entouré de mes amis, là, puis il y en a 3 qui arrivent à reconnaître que ce que j'ai dit, c'était raciste, bro. Mais moi, je suis pas quelqu'un de raciste, bro. Fait que là, je pourrais tomber dans mes mécanismes de défense puis dire « Ah, yo, vous êtes wack, aïe, 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 aïe. » Puis en contre-attaque, ou je pourrais juste me dire « OK, explique-moi ce que je vois pas. Explique-moi ce que tu vois, toi. » Puis quand eux t'expliquent puis t'arrives à voir, des fois, tu peux déceler des verrues ou des parasites que tu as encore sur toi, que toi, t'arrives pas à reach ou que t'arrives pas à voir à cause de ta perspective. D'avoir des gens honnêtes autour de moi qui m'ont donné des critiques honnêtes, l'humiliation bienveillante qui a naquis de ces moments-là m'a apporté l'humilité de comprendre que plus que j'allais avoir de reality check comme ça, plus que j'allais réellement développer une sagesse, une humilité. Je dois prendre mes claques, je dois les prendre mes claques. Puis si je prie pour être humble, je peux pas prier pour ne pas recevoir ce qui vient avec les leçons d'humilité. Puis les leçons d'humilité, c'est de se faire réaliser qu'on n'est pas si bon que ça, qu'on n'est pas si grand que ça, qu'on n'est pas si important que ça. Et donc, je pense que d'avoir une confiance divine et avec une foi invincible est très important, mais ça va toujours être imbalancé si ça ne vient pas avec une humilité complète d'être prêt à tout perdre et de retourner à zéro. Et que ces deux extrêmes-là ensemble vont créer une vibration qui te permet de reach ton plein potentiel. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai dit qu'on l'avait choisi comme guest, c'était aussi parce que c'est un des rappeurs les plus humbles. On regarde comment il agit avec les OGs de la game, comment il agit avec la nouvelle génération, puis comment il parle de lui-même aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas toujours dans les pop. Parce que les pop, tu sais, ça a été créé pour dénoncer, mais aussi pour se valoriser. Ouais. Toujours essayer de mettre en avant « je vaux ci, je vaux ça, je suis le meilleur ». C'est normal, c'est comme une game psychologique de montrer « même si tu vois que je suis dans la pauvreté, I'm gonna make it ». Le problème, c'est que les gens sont juste restés sur la première surface de ce hip-hop. Toi, à travers les conversations, à travers aussi les paroles que tu donnes dans les écritures, on peut voir, OK, il est quand même conscient qu'il est juste un être humain à la base. Après ça, il y a les autres facettes. OK? Puis je me dis que quand tu es allé en Afrique, c'est toujours accueillant l'Afrique. Tous les pays chauds, ils accueillent. Est-ce que quand tu revenais au Québec, tu sentais que c'était froid ou tu étais quand même capable de balancer? Parce que tu as parlé de balance tout à l'heure, je voulais voir dans ta psychologie, est-ce que tu es capable de balancer quand tu reviens ici? C'est sûr que tu vois encore plus les contradictions et les habitudes contre-naturelles qu'on a dans nos vies. On s'enferme, je connais pas mes voisins. Imagine, je reviens chez nous, on est 8 dans mon building, dans mon bloc. Je connais pas les 7 autres appartements. Ça, c'est... C'est fou, il ça. y a une solitude déprimante qui est liée à ça. Après, on est des warriors, donc on arrive à même survivre et danser et célébrer dans la dépression. Mais en Amérique du Nord, en Occident, il y a un undertone de dépression qui existe parce qu'on vit à contre-nature. On a peur de l'autre. Il y a, dans notre programmation, c'est très individualiste, c'est très « sauve-toi en premier, toi et tes enfants ». La compréhension de comment on existe est ségrégée de notre tissage de l'autre, de nos ancêtres, de nos voisins et tout ça. Donc,
ça répond à beaucoup de questions. Pourquoi je vais en Afrique aussi? C'est beaucoup pour ça. Me sentir en vie, me sentir connecté à l'autre, me sentir entendu. Puis ça n'existe pas juste là. Tu me disais aussi, les recherches spirituelles que j'ai fait avec le payotte, le ikuri, avec le sananga, avec le ayahuasca, ça a tout été fait dans les Amériques et c'était d'une profondeur primale, là, d'une profondeur primitive, d'être devant toi et toi-même. Et ça prend une grande forme d'humilité pour être capable de te voir dans toute ta laideur, dans toute ta beauté et toute ta laideur. Et je crois que c'est là que ça te permet, tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas notre maillon fort, notre maillon faible, il demeurera faible. Oui. Le jour qu'on décide de dire, OK, tous les maillons forts, on donne du love à notre maillon faible, ce maillon faible-là grossit à un point tel de ne plus être le maillon faible et parfois même devient le maillon central de cette chaîne complète. Donc, voilà. Quand je dis support each other, c'est justement de ça que je parle. Je l'ai dit à peu près tous mes segments, toutes mes entrevues. Regarde ce qu'il vient de dire. Le maillon fort, qui va renforcer le maillon faible, il ne va plus jamais être faible. Il y a du monde qui ont beaucoup de difficultés. Je parlais de Montréal first parce que c'est là que je vis, mais je sais que c'est quelque chose de mondial. Il faut commencer à encourager ceux qui en ont besoin, même s'ils ne le demandent pas. C'est vrai. C'est très important, c'est ça. Vrai. Okay? Ça, je suis 100% d'accord ça, avec là, c'est quelque chose qui n'est pas endoctriné en nous, mais comme on peut dire decolonize à chaque fois, c'est parce qu'on commence à crever l'abcès. Ouais. Parler des vraies affaires, aller from the start, from scratch, puis tranquillement, les gens vont commencer à comprendre que, oh mon Dieu, je suis plus programmé que je pensais. Je fais partie du problème, mais je n'ai jamais pensé à la solution. Hors onde, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses par rapport au hip-hop. Je vais juste faire un petit survol sur le hip-hop, là, juste vite. Si je te demande, c'est quoi les 3 critères pour être un bon rappeur à ton avis? Tu as juste droit à 3. Puis je veux pas des phrases, dis-moi juste 3 un mot adjectifs, ou 2. 3, OK, ouais, 3. OK. Je pourrais répondre juste les 3 premiers qui me viennent en tête, mais je pourrais avoir une réponse plus songée aussi. Toi. Mais c'est sûr que pour moi, authenticité et courage, c'est 2 choses importantes. Okay. Donc, c'est important que tu sois vrai, mais c'est important. Le courage, pour moi, ça englobe revendiquer, regarder la vérité dans les yeux. Le courage, c'est le côté warrior. Pour moi, pour un rappeur, tu ne peux pas être peureux. Pour moi, si tu démontres de... c'est comme, pour moi, ça marche pas. Okay. Le rappeur doit être un super-héros, doit être un leader intellectuel, social, il doit être un icône, il doit faire rêver. Quelqu'un de peureux, ça fait pas rêver. Si classique qui a mis sa brique à l'édifice, la poudre aux yeux et le feu à la poudre des artifices. Donc, pour moi, certaines personnes associeraient ça plus à la violence ou au street cred. Pas obligé. Mais non, mais moi, ça englobe tout ça. Le courage, pour moi, ça englobe tout ça. Dans quel milieu tu as grandi? C'est quoi les transformations que tu as fait? C'est quoi ton comportement par rapport à tout ça? Ton authenticité, qui es-tu vraiment? Et comment le mets-tu de l'avant dans tes textes? Okay, après ça, le troisième, il en reste un. Qu'est-ce que ça pourrait être? Poétique. Faut être poétique. Il faut connaître le verbe, il faut connaître le mot. Si ton outil principal est le mot, t'es mieux de bien connaître le mot, connaître tes conjugaisons, tes rimes, les rythmes, les assonances, me faire danser avec les mots. Tu dois me faire rêver, tu dois être vrai, tu dois être courageux et tu dois être poétique. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, des gatekeepers qui ont peur des games qui passent. Killer bees, pour le hate qu'ils parlent, on est des princes perspicaces, prêts à prendre le pape qui passe.